Je m'appelle James. J'ai 34 ans, et je travaille comme chef de projet, pour une entreprise de construction commerciale, à Lyon. Mon emploi du temps est régulier, mais exigeant. Je suis sur le chantier vers 7 heures, la plupart des matins, pour coordonner les sous-traitants, revoir les budgets, et gérer les retards, avant qu'ils ne se transforment en poursuites judiciaires. Le salaire est solide, pas accent grave-l'œil, mais je me suis construit une vie stable. J'ai acheté une maison de 3 chambres à la Croix-Rousse, il y a 4 ans, après avoir vécu en dessous de mes moyens, tout au long de ma vingtaine. La plupart de mes semaines suivent le même modèle, des séances de sport matinales, de longues journées de travail, et des soirées tranquilles à la maison. Ma petite amie, Mia, a 29 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Elle a emménagé dans ma maison, après environ 12 mois de relation. Nous avions convenu qu'elle paierait la moitié des charges et des courses, tandis que je prenais en charge le prêt immobilier, puisque la propriété m'appartenait. Elle travaille dans le marketing, pour une marque de vêtements de fitness haut de gamme. C'est principalement du télétravail, avec des horaires flexibles, très axés sur l'image de marque et les réseaux sociaux. Au début, nos modes de vie semblaient équilibrés. Je suis organisé et pragmatique. Elle est sociable, et très concentrée sur les apparences. Je ne voyais pas cela comme un problème. Ce que je n'avais pas prévu, c'est le changement progressif dans sa façon de me parler. Environ 1 an après son emménagement, le ton a changé. Cela a commencé de manière subtile. Elle comparait mon emploi à celui de ses amis, dans des startups de la French Tech ou le trading, sous-entendant que je manquais d'ambition. Elle plaisantait en disant que je faisais juste du babysitting, pour des ouvriers du bâtiment. En réalité, je gère des chantiers de plusieurs millions d'euros, et je suis responsable de maintenir les projets dans les délais, et en dessous du budget. À peu près à la même époque, ses habitudes de dépenses ont évolué. Un coach sportif personnel, 3 fois par semaine. De nouvelles tenues de sport, chaque mois. Des dîners au restaurant, qui finissaient toujours sur ma carte bancaire, car c'était logique puisque je possédais la maison. J'ai remarqué ce schéma. Je n'ai pas cherché à me disputer, immédiatement. Je préfère observer, avant de réagir. La première fois qu'elle a dit que je n'étais pas ce qu'elle considérait comme un vrai homme, cela a été formulé calmement, presque de façon clinique. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me défendre, et que j'ai commencé à prêter attention. Elle pensait avoir le dessus. J'ai commencé à la laisser le penser, elle aussi. Pour être clair, je ne complexe pas sur mon travail. La construction commerciale à Lyon, ce n'est pas glamour, mais c'est rentable. Je supervise des projets immobiliers, qui transforment des quartiers entiers. Je gère des équipes de plus de 50 ouvriers, et je me coordonne avec les inspecteurs de l'urbanisme, les ingénieurs, et les investisseurs. C'est un travail soumis à une forte pression. Je n'ai pas besoin d'applaudissements pour ça. Mia, en revanche, a commencé à tout évaluer, à travers le prisme du statut social. Elle s'est mise à passer plus de temps à la salle de sport, qu'à la maison. Son coach, Ethan, revenait souvent dans la conversation. Selon elle, il était discipliné, déterminé, alpha. Ce mot a commencé à apparaître très souvent. Au début, j'ai traité cela comme un bruit de fond. Elle a toujours été attirée par l'assurance. Je ne suis pas exubérant, je suis constant. Mais les commentaires se sont intensifiés. Elle faisait des remarques pointues, sur le fait qu'Ethan possédait sa propre entreprise de coaching, et construisait sa marque. Ensuite, elle me demandait pourquoi je n'avais pas encore créé ma propre société. Je lui rappelais que j'étais en bonne voie pour un poste de direction, avec des parts dans l'entreprise. Cela ne semblait pas compter. Pendant ce temps, nos finances se déséquilibraient, discrètement. Elle a cessé de virer sa moitié des charges, à temps. Il y avait toujours une raison, un retard de paiement d'un client, une dépense imprévue. Pourtant, elle continuait de réserver des soins esthétiques, des week-ends entre amis, et des abonnements de sport hors de prix. Les prélèvements tombaient souvent sur ma carte de crédit, car nous formions une équipe. Je tiens des tableaux de bord. Je ne me dispute pas sur des sentiments, quand les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 6 mois, ses contributions ont chuté de près de 40%, tandis que ses dépenses personnelles ont augmenté. Quand je lui ai posé la question, elle a retourné la situation. Elle a dit, un vrai homme ne compterait pas ses centimes avec sa partenaire.
Ce commentaire m'est resté en tête. La dynamique est devenue claire. Elle se positionnait comme le trophée, et moi comme le pourvoyeur, qui devait faire ses preuves. Elle s'est mise à critiquer ma façon de m'habiller, ma manière de parler en société, et même ma façon d'entrer dans une pièce. Elle disait que je manquais de prestance. Le plus intéressant, c'est qu'elle semblait totalement inconsciente de la structure légale de notre cohabitation. La maison était uniquement à mon nom. Les factures étaient sur mes comptes. Chaque achat important était documenté. Elle croyait qu'elle m'évaluait. Mais j'avais déjà commencé à l'évaluer, elle. Le passage de la critique au mépris s'est fait progressivement, mais constamment. Mia a cessé de poser des questions sur mes projets, sauf pour les comparer aux réussites de quelqu'un d'autre. Si je mentionnais avoir conclu un contrat en avance, elle répondait quelque chose comme « C'est bien, mais as-tu pensé à changer d'échelle ?» Tout était formulé comme si je manquais d'envergure. En même temps, son attachement à la salle de sport s'est intensifié. Elle a commencé à rester plus tard, après ses séances d'entraînement. Ce qui durait 1 heure, est devenu 2, parfois 3. Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « Pour le réseau ». Apparemment, la communauté de la salle était pleine d'entrepreneurs et d'hommes de haute valeur. Encore cette expression. Le nom d'Ethan revenait plus souvent. Elle a commencé à citer ses conseils, à la maison. Il pensait que les hommes devaient diriger, financièrement et physiquement. Il pensait que le confort rendait les hommes faibles. C'était curieux d'entendre ma petite amie répéter la philosophie d'un autre homme, dans ma propre cuisine, en se tenant sur un sol que j'avais payé. Je ne l'ai pas confronté à propos d'Ethan. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ajusté mon propre comportement. J'ai arrêté de couvrir les dépenses spontanées. Si elle suggérait un dîner, je disais « d'accord » et je lui demandais de le payer avec sa carte, cette fois-ci. Elle n'a pas aimé ça. Elle a qualifié cela de transactionnel. Elle a également commencé à publier des contenus sportifs, plus provocateurs, en ligne. Pas inappropriés en soi, mais clairement conçus pour attirer l'attention. J'ai remarqué qu'Ethan likait presque chaque publication, dans les minutes qui suivaient. Les schémas sont importants pour moi. Un vendredi soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Elle a dit que la salle de sport avait organisé un petit événement pour les membres. Quand j'ai demandé qui était présent, elle a énuméré plusieurs personnes, mais a mentionné Ethan en dernier, presque après coup. La chronologie qu'elle a décrite ne correspondait pas aux horaires de fermeture affichés par la salle. C'était la première incohérence factuelle. Je ne l'ai pas accusée. Je l'ai simplement notée. Au cours des semaines suivantes, les incohérences se sont multipliées. De petits décalages, des réponses tardives. Se doucher immédiatement en rentrant à la maison, alors qu'elle prétendait s'être déjà douchée à la salle. Je ne suis pas quelqu'un de dramatique. Je n'ai pas besoin d'inventer une trahison. Si quelque chose se passe, cela finira par se révéler. Et finalement, ce fut le cas. La confirmation n'est pas venue en fouillant dans son téléphone, ou en engageant quelqu'un pour la suivre. Elle est venue de quelque chose de plus simple, la logistique. Un mardi après-midi, l'un de mes sous-traitants a annulé une inspection de chantier, à la dernière minute. J'ai soudainement eu un créneau libre, avant de me rendre sur un autre projet, à l'autre bout de la ville. La salle de sport où allait Mia se trouve à 10 minutes de ce chantier. J'ai décidé de m'y arrêter, non pas pour faire une scène, juste pour voir. Sa voiture était là. C'était prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'était l'heure. Il était presque 15 heures. Ces séances d'entraînement étaient généralement prévues à midi. Je suis entré, j'ai pris un pass journalier, et j'ai fait le tour de la salle. Je ne l'ai pas vu dans l'espace principal. La personne à l'accueil m'a mentionné que les séances de coaching privé se déroulaient dans un studio fermé, à l'étage, pour certains clients. C'était une nouvelle information. Mia n'avait jamais parlé de séances privées, en dehors de l'espace classique. Je ne suis pas monté à l'étage. Je ne suis pas intéressé par le spectacle. À la place, je suis sorti, je me suis assis dans mon pick-up, et j'ai attendu. Environ 40 minutes plus tard, Mia et Ethan sont sortis ensemble, par l'entrée latérale. Ils ne se tenaient pas la main. Ils n'étaient pas excessivement tactiles, mais la proximité raconte sa propre histoire.
Une distance confortable, une conversation privée, aucune précipitation. Elle ne m'a pas vu. Ce soir-là, elle m'a dit que sa séance s'était prolongée, car il discutait de son plan de nutrition. Je lui ai demandé à quelle heure elle avait quitté la salle. Elle m'a donné une heure, qui précédait de 30 minutes, le moment où je l'avais vue sortir. C'était là, une contradiction flagrante. Je ne l'ai pas accusée d'infidélité. J'ai simplement dit que j'étais passé à la salle de sport, cet après-midi-là. J'ai vu la couleur quitter son visage, pendant une demi-seconde, avant qu'elle ne se reprenne. Elle a vite changé de tactique. Elle a dit que j'étais peu sûr de moi, et possessif. Elle m'a demandé pourquoi je la surveillais. J'ai gardé un ton neutre. J'ai répété l'heure à laquelle je l'avais vue sortir. Je lui ai demandé pourquoi cela différait de ce qu'elle m'avait raconté. Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle est montée dans les tours. C'est alors qu'elle l'a dit clairement. Elle a affirmé qu'Ethan la faisait se sentir avec un vrai homme. Et que, selon elle, je n'en étais pas un. Quand elle a dit ça, je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas débattu sur la définition de la masculinité. Je n'ai pas cherché à rivaliser avec Ethan, par théorie ou par ego. Je lui ai simplement demandé de clarifier ses propos. Elle a campé sur ses positions. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un homme qui dirige sans être remis en question, un homme qui ne compte pas les dépenses, un homme qui l'inspire à s'élever, au lieu de s'enliser dans le confort. Elle a dit qu'être avec moi, c'était rassurant, mais pas puissant. Elle a ajouté qu'elle s'était éloignée de moi, depuis des mois. C'était suffisamment d'informations. Je lui ai annoncé que notre relation était terminée. Pas comme une menace, pas comme un moyen de pression, mais comme une décision ferme. Elle a ri, au début. Elle pensait que j'essayais de lui faire peur. Elle m'a demandé si j'allais sérieusement mettre fin à 3 ans de relation, pour une dispute. Je lui ai expliqué, calmement, qu'il ne s'agissait pas d'une seule dispute. C'était un schéma continu d'irrespect, de déséquilibre financier, et maintenant, de comparaison ouverte avec un autre homme, avec qui elle mentait sur le temps passé ensemble. Son attitude a changé immédiatement. Elle a assuré qu'il ne s'était rien passé physiquement, et que je faisais un drame. Je lui ai répondu que les détails physiques n'avaient aucune importance. Elle avait déjà clairement montré qu'elle considérait quelqu'un d'autre comme supérieur à moi, tout en vivant sous mon toit, et en utilisant mes ressources. Ensuite, j'ai abordé l'aspect pratique. La maison est uniquement à mon nom. Le crédit immobilier est à moi. Les factures sont à mon nom. Elle n'a pas de bail, aucune part dans la propriété, et aucun droit légal de résidence, en dehors d'être ma compagne. Une fois la relation terminée, cet arrangement prenait fin. Je lui ai dit qu'elle avait 24 heures, pour faire ses valises et partir. Elle m'a dévisagé, comme si je bluffais. Ce n'était pas le cas. Je lui ai expliqué que je n'appellerais pas la police, et que je ne ferais pas de scandale, à moins qu'elle ne refuse de partir, mais que j'attendais d'elle, qu'elle respecte ce délai. J'emballerai tout ce qui resterait, et j'organiserai une récupération plus tard, si nécessaire. Clair et net. Elle m'a accusé d'être froid. Je lui ai dit que la clarté n'est pas de la cruauté. Elle a affirmé que je regretterais tout ça, quand elle passerait au niveau supérieur. Je lui ai répondu que j'espérais qu'elle le ferait. Ensuite, je suis monté à l'étage, et j'ai commencé à dresser la liste des comptes partagés, à séparer avant le prochain cycle de facturation. Les 24 heures suivantes ont été révélatrices. Mia n'a pas commencé à faire ses cartons immédiatement. À la place, elle a passé des appels. Je l'entendais dans la chambre d'amis, la porte fermée, expliquer la situation avec une version qui me faisait clairement passer pour quelqu'un d'instable. Je ne l'ai pas interrompu. J'étais occupé à rompre nos liens matériels. J'ai supprimé son accès à ma carte de crédit, qui était enregistrée sur des comptes communs. J'ai changé les mots de passe des services de streaming, du système d'alarme de la maison, et des abonnements. Tout était légal, tout était à mon nom. J'ai transféré le solde restant, de notre compte d'épargne commun informel, vers mon compte principal. Les versements étaient traçables. J'avais gardé une trace de tout. Vers minuit, elle est descendue, et a tenté une approche différente. Elle a dit que je réagissais sous le coup de l'émotion, et qu'un homme fort ne se sentirait pas menacé par un coach.
Je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'une menace. Il s'agissait d'alignement et de respect. Elle avait déjà exprimé de quel côté penchait sa loyauté. Au matin, elle faisait ses cartons avec agressivité, les tiroirs claquaient, les cintres raclaient les tringles du placard. À un moment donné, elle m'a demandé où elle était censée aller. Je lui ai rappelé qu'elle avait des amis en ville, et une communauté sportive bien connectée, pleine de gens de haute valeur. Elle n'a pas apprécié cette réponse. À midi, le véhicule d'Ethan s'est garé dehors. Ce détail avait son importance. Il n'est pas venu à la porte tout de suite. Il lui a d'abord envoyé un message. Elle a porté des cartons elle-même, avant qu'il n'intervienne pour l'aider. Quand il est finalement entré dans la maison, il ne m'a pas regardé directement. Il a balayé l'espace du regard, comme s'il évaluait une opportunité immobilière. Je suis resté dans la cuisine, calme, sans confrontation, sans grand discours. Pendant qu'il déplaçait ses dernières affaires encombrantes, elle s'est arrêtée près de l'entrée, et a dit que cela prouvait quel genre d'homme j'étais vraiment. Je lui ai répondu que c'était déjà prouvé. À 15 heures, la maison avait retrouvé son calme. J'ai changé les serrures le soir même, non par paranoïa, mais par procédure. Elle avait des clés. Désormais, ce n'était plus le cas. Le plus intéressant est ceci, elle est partie en croyant qu'elle m'avait forcé la main. Comme si j'avais réagi par manque de confiance en moi. Elle n'avait aucune idée, que je préparais déjà le coup d'après. Je n'ai pas commencé à sortir avec sa meilleure amie, par vengeance. Cette partie nécessite un peu de contexte. La plus proche amie de Mia, à Lyon, était Lorraine. Elles s'étaient rencontrées lors d'événements professionnels, il y a 2 ans. Lorraine a 31 ans, et travaille comme analyste financière, pour une entreprise du secteur de l'énergie, dans le quartier d'affaires de la Pardieu. Elle est organisée, analytique, et nettement moins dans la représentation que Mia. Nous n'étions pas proches, mais nous avions passé suffisamment de temps ensemble, lors de dîners ou de petites soirées, pour avoir de vraies conversations. Au cours de la dernière année, j'avais remarqué une tension subtile entre elles. Mia lui coupait souvent la parole, rejetait ses opinions, et critiquait ses choix amoureux. Lorraine laissait couler en public, mais la dynamique était évidente, si l'on y prêtait attention. Le lendemain du départ de Mia, Lorraine m'a envoyé un message. Pas pour flirter, ni par opportunisme. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que les choses s'étaient terminées brusquement, et elle voulait s'assurer que j'allais bien. J'ai gardé ma réponse factuelle. Je lui ai dit que c'était fini, en raison d'une incompatibilité, et de mensonges. Je n'ai pas dit de mal de Mia. Je n'ai pas donné de détails. Lorraine m'a demandé si ce que Mia avait sous-entendu était vrai, à savoir que j'avais été contrôlant, et manipulateur sur le plan financier. C'était la version que Mia faisait circuler. J'ai répondu directement. Je lui ai dit que la maison m'appartenait, bien avant la relation. Je lui ai dit que les contributions financières de Mia avaient considérablement diminué au cours de l'année écoulée, tandis que ses dépenses personnelles avaient augmenté. Je lui ai parlé du coach sportif, et du commentaire sur les vrais hommes. Sans rien enjoliver. Il y a eu un long silence dans la conversation. Puis, Lorraine a dit, c'est cohérent. C'est intéressant. Au cours de la semaine suivante, je me suis concentré sur mon travail. J'ai bouclé un projet de locaux commerciaux, qui traînait depuis des mois. J'ai passé mes soirées à réorganiser la maison, en retirant les objets qui ressemblaient à de simples éléments de décoration, choisis pour le goût de quelqu'un d'autre. C'était calme, mais c'était propre. Mia, pendant ce temps, a commencé à publier massivement sur les réseaux sociaux, des selfies à la salle de sport, des légendes énigmatiques sur le choix de la force, des pics subtils sur les hommes qui ne peuvent pas supporter les femmes ambitieuses. Je n'ai pas réagi. Ce qui a fait basculer la dynamique, ce n'est pas moi qui ai recontacté Lorraine. C'est Mia, qui s'en est prise à elle. Environ 10 jours après le départ de Mia, Lorraine m'a appelé, au lieu de m'envoyer un message. Elle avait l'air fatiguée, pas théâtrale. Elle m'a expliqué que Mia avait logé chez elle, temporairement, avant d'emménager avec Ethan. Cette partie était nouvelle pour moi. Apparemment, le passage au niveau supérieur nécessitait une petite période d'attente. Pendant ces quelques jours dans l'appartement de Lorraine, Mia s'était plainte constamment, pas seulement de moi, mais de tout le monde. Elle présentait la rupture, comme son choix de privilégier la puissance,
plutôt que la médiocrité. Elle me décrivait comme radin sur le plan financier, et petit sur le plan émotionnel. Selon Lorraine, l'histoire changeait constamment, en fonction du public. Le point de rupture entre elles s'est produit lors d'un dîner. Lorraine a demandé directement à Mia si elle avait eu des relations physiques avec Ethan, avant de déménager. Mia a d'abord nié. Puis, elle a admis que cela avait commencé quelques semaines plus tôt, mais a ajouté que cela n'avait pas d'importance, puisqu'elle avait déjà décroché mentalement de notre relation. Lorraine m'a dit qu'elle ne jugeait pas les gens pour la façon dont ils terminent une relation. Elle les jugeait pour la façon dont ils s'en retirent. Ce qui a véritablement brisé leur amitié, c'est autre chose. Mia a commencé à sous-entendre que Lorraine manquait de standards, puisqu'elle était toujours célibataire à 31 ans. Elle a affirmé que Lorraine se contentait d'hommes moyens, parce qu'elle ne croyait pas pouvoir obtenir des hommes exceptionnels. Ce n'était pas subtil, c'était blessant. Lorraine s'est défendue. Mia a répliqué en l'accusant de jalousie, plus précisément, de jalousie envers Ethan. Cette accusation était irrationnelle. Lorraine n'avait jamais montré d'intérêt pour lui, mais cela a révélé quelque chose. Mia était territoriale concernant la validation. Elle avait besoin de croire qu'elle avait obtenu l'option de la plus haute valeur, parmi les personnes présentes. Après cette dispute, Mia a quitté l'appartement de Lorraine dans les 48 heures, pour s'installer chez Ethan. Quand Lorraine m'a raconté tout cela, elle n'avait pas l'air rancunière. Elle avait l'air déçue. Elle m'a confié qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme dans leur amitié, depuis longtemps, car leur passé commun ressemblait à de la loyauté. J'ai compris cette logique. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café, quelques jours plus tard. Un lieu public, en milieu de journée, avec des limites claires. Ce n'était pas un rendez-vous amoureux, du moins pas officiellement. Mais pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose. Elle n'a pas parlé de statut social. Elle a parlé de constance. Le café avec Lorraine a duré 2 heures. Nous avons gardé la conversation très cadrée, au début. Les actualités professionnelles, les fluctuations du marché à Lyon, la volatilité du secteur de l'énergie, les tendances de l'immobilier commercial. On aurait dit une conversation entre deux adultes, qui comprennent la notion de cause à effet. Finalement, le sujet a dérivé sur Mia, mais sans aucun drame. Lorraine a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit que Mia avait toujours besoin d'un public. Si personne ne la regardait, elle créait des frictions, pour que quelqu'un y prête attention. Cela correspondait parfaitement à mon expérience. Lorraine a également mentionné que Mia postait de manière plus agressive, depuis qu'elle avait emménagé avec Ethan. Plus de contenu sous-entendant qu'ils étaient en couple, plus de légendes sur le fait de s'élever. Mais en privé, elle s'était plainte que l'appartement d'Ethan était plus petit que prévu, et que ses revenus fluctuaient, en fonction des réservations de ses clients. Apparemment, la dominance ne remplace pas un bon bail de location. Je n'ai tiré aucun plaisir de cette information. J'ai simplement noté la cohérence entre l'image et la réalité. Au cours des semaines suivantes, Lorraine et moi avons continué à nous voir, toujours de manière réfléchie. Aucun chevauchement avec nos cercles sociaux communs. Pas de secret, mais pas d'annonce non plus. Après la 3e rencontre, je lui ai dit directement que j'étais intéressé par l'idée d'aller plus loin qu'un simple café. J'ai été très clair sur le fait que je n'entreprendrais rien, à moins qu'elle ne soit totalement détachée de toute loyauté restante envers Mia. Elle m'a répondu que cette amitié avait pris fin, la nuit où son intégrité avait été remise en question. Nous nous sommes mis d'accord sur une chose simple, de la transparence, et un rythme naturel. Pas de finances mélangées. Pas de sac de voyage laissé chez l'un ou l'autre. 2 adultes, qui choisissent de passer du temps ensemble, sans aucune mise en scène. Les rumeurs ont tout de même circulé. Environ une semaine plus tard, Mia m'a envoyé un texto. Elle m'a demandé si les bruits qui couraient sur Lorraine et moi étaient vrais. Le message était court, mais incisif. Je l'ai lu. Puis, j'ai bloqué son numéro. Aucune explication, aucun démenti, aucune confirmation. Il n'y avait rien de constructif à tirer de cet échange. La relation était déjà terminée. L'arrangement de vie commune était terminé. Les liens financiers étaient terminés. Son accès à ma personne s'était terminé avec le reste. Je n'étais pas intéressé à justifier mes choix,
auprès de quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'étais pas à la hauteur. Au lieu de répondre, j'ai finalisé ce que j'avais déjà commencé. Je l'ai supprimé de toutes les plateformes partagées restantes, j'ai vérifié à 2 fois la sécurité de mes comptes, et je me suis assuré qu'il ne restait aucun fil lâche, qui pourrait être utilisé pour rouvrir la communication. Le silence n'est pas passif. Il est délibéré. Si Mia s'attendait à de l'indignation, de la jalousie, ou à un long paragraphe défensif pour m'expliquer, elle ne l'a pas obtenu. Ce qui déstabilise quelqu'un, bien plus que la compétition, c'est l'indifférence. Et pour la première fois depuis qu'elle était partie avec son coach sportif, elle n'avait plus aucune porte d'entrée. Bloquer Mia n'était pas un acte émotionnel. C'était une procédure. Une fois le contact coupé, le bruit de fond a cessé. Plus de messages indirects via des amis communs. Plus de textos nocturnes déguisés en questions logistiques. Si elle voulait me joindre pour quelque chose de légitime, elle avait toujours mon adresse email. Elle ne s'en est jamais servie. D'après ce que j'ai entendu plus tard, la réaction a été immédiate. Elle a dit aux gens que j'étais mesquin, et que je ne supportais pas de la voir refaire sa vie. Que sortir avec Lorraine était la preuve, que j'avais besoin de me rassurer. Le discours changeait selon qui écoutait. Ce qui n'a pas changé, c'est le fait qu'elle n'avait plus accès à mon temps, à mon espace, ni à mes ressources. Lorraine et moi avons continué d'avancer, à un rythme mesuré. Elle venait dîner à la maison de temps en temps, mais elle ne laissait pas de vêtements chez moi. Je ne lui ai pas proposé de tiroir. Nous avions tous les deux des carrières, qui exigeaient de la concentration. Il n'y avait aucune urgence à mettre en scène une nouvelle relation, pour qui que ce soit. Le contraste était flagrant. Les conversations avec Lorraine étaient apaisées. Si nous n'étions pas d'accord, nous en parlions directement, et nous réglions le problème. Pas de petits tests, pas de hiérarchisation, pas de comparaison subtile avec d'autres hommes dans la pièce. Quand je parlais de travail, elle posait des questions pertinentes. Quand elle parlait des prévisions du marché, et des contrats énergétiques, je l'écoutais. Quelques mois plus tard, nous avons assisté à une petite soirée, dans le centre-ville. Mia y était, avec Ethan. C'était la première fois que nous nous retrouvions dans la même pièce, depuis la fin de notre histoire. J'ai hoché la tête une fois, en signe de reconnaissance. Rien de plus. Elle m'observait attentivement. Je le voyais bien, elle n'était pas en colère, elle évaluait la situation. Ethan restait près d'elle, mais semblait distrait. La dynamique était bien différente de l'image projetée en ligne, moins dominante, plus tendue. Lorraine n'est pas rentrée dans son jeu. Elle n'en avait pas besoin. À la fin de la soirée, j'ai compris une chose très clairement. Mia pensait qu'en partant avec son coach, cela prouverait qu'elle avait pris le dessus. Elle croyait qu'en me disant que je n'étais pas un vrai homme, cela me forcerait à entrer en compétition. Au lieu de cela, cela a simplement mis en lumière mes propres exigences. Je ne lui ai pas retiré la maison, elle a toujours été à moi. Je ne lui ai pas volé son amie, Lorraine a choisi sa propre direction. Tout ce que j'ai fait, c'est me retirer d'une dynamique, bâtie sur la comparaison et le manque de respect. La paix est bien plus silencieuse que le besoin de validation, et je préfère qu'il en soit ainsi.